Mesdames, Messieurs, chers collègues d'Elmo, chers collègues de l'université, des hautes écoles, soyez vraiment les bienvenus dans cette séance de rentrée académique de Elmo. Je voudrais d'abord dire un grand merci. Merci à ceux qui ont organisé, à Sarah, Louis, Lara, Johan, Camille, Catherine, Claire, puisque je vois qu'on s'appelle Claire. Donc Madame Claire Toury de France, soyez aussi remerciée pour votre engagement et votre implication dans ce projet. Merci aussi, et je rebondis sur ce que vient de dire Diane de Marnef, merci à l'engagement des enseignants. C'est clair que l'engagement dans les instances de la haute école, c'est important, mais votre engagement au quotidien dans des tas de projets où vous ne comptez pas votre temps, vous partez faire des missions, vous partez faire des mises au vert, vous inventez des tas de projets que votre programme en plan ne prévoit pas, merci, parce que je crois que c'est ça aussi qui fait tout le dynamisme de notre institution. Alors, le dynamisme de notre institution, je voudrais m'arrêter un instant pour parler de deux personnes. Monibo. Alors c'est vrai, je parle de vie, je parle de votre engagement, mais il y en a parfois parmi nous qui, hier, étaient là, et aujourd'hui ne le sont plus. Moni est parti à la mer en période de Noël, et il n'en est pas revenu vivant. Voilà, Moni était un membre du personnel administratif, engagé à Lonsin, engagé à Sainte-Croix, apprécié par les étudiants, par son empathie, son sens du contact. Et voilà, c'est quelqu'un de chouette qui est parti sur la pointe des pieds. Et je me souviens très bien de son enterrement, et c'était émouvant de témoignage. Une deuxième personne qui nous a quittés aussi, c'était un pensionné de la haute école. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas souvent retour en arrière, en flashback, mais c'est quelqu'un qui a souvent résumé par quelques petites phrases, un petit peu, je vais dire, quand il nous dit « surtout apprenez l'inutile, ça sert toujours », ça fait un peu réfléchir, et peut-être que parfois certains perçoivent l'engagement des étudiants des activités comme quelque chose d'inutile, mais ça peut quand même servir. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce petit clin d'œil et ce petit regard dans le rétroviseur, auprès d'un de nos collègues qui nous a aussi quittés assez rapidement et qui était quelqu'un de très très engagé dans pas mal d'associations. Après ces deux petits clins d'œil, je vais articuler mon intervention sur deux thématiques. Je ne vais pas vous surprendre, l'engagement. Et puis j'ai entendu le mot politique dans une intervention, donc je vais faire un peu de politique, mais ça n'étonnera personne. Alors moi, franchement, j'ai été un peu ému quand même par votre témoignage. Pour une raison très simple, c'est que j'ai été étudiant. Un peu engagé quand même pas mal. Et puis quand, en plus, j'ai entendu parler de Colibri, je me suis dit, on va chanter le chant des totems, et comme Jérôme Walmac, qui est un ancien président de la Chambre des scouts, et là, je pense qu'on pourrait lancer. Mais comme il y a sûrement des patronnés, on ne va pas créer d'incident diplomatique. Donc, voilà, ça, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a rappelé plein de bons moments, plein de moments de camaraderie, d'amitié, de soutien. Et je crois que quand on est dans une dynamique, dans une équipe, ça aide aussi à réussir. Je pense qu'une journée comme celle-ci, une rentrée académique comme celle-ci, c'est l'occasion de souligner que des étudiants, ils font quand même le choix de venir dans notre haute école, ils font confiance. Ils prennent un passeport pour la vie en choisissant notre haute école, c'est un slogan qu'on a déjà utilisé. J'ai eu plusieurs fois l'occasion dans des rentrées académiques de dire que Elmo était une haute école engagée, qui a osé exprimer parfois des points de vue un peu discordants, pas totalement politiquement corrects, mais en tout cas qui a osé exprimer sa liberté sur un certain nombre de thématiques. Récemment, un membre de la vache, mais que je ne nommerai pas, c'était hier soir, un conseil d'administration, ça réduit, n'était que deux, donc il m'a demandé si les thèmes des rentrées académiques étaient suivis de fait.
Parfois, ils sont précédés de faits. C'est le thème de notre rentrée académique. Je pense que on a aussi aujourd'hui le témoignage que l'engagement, c'est déjà une réalité dans des initiatives. Alors, les étudiants sont évidemment toujours très modestes, ils parlent de leur cercle étudiant, ils ne parlent pas de leur cercle de baptême. Mais on sait aussi que ça existe, et c'est une autre thématique qu'on pourrait aborder une autre fois. Donc oui, je pense que souvent, quand on a choisi une thématique de rentrée académique, on a voulu la lier à des activités que l'on a faites ou à des activités qu'on voulait faire. Alors ici, j'en ai pointé 4. Un, il y a quelques années, grâce à des moyens que le Conseil social a dégagés, on a pu lancer le service vie étudiante. On a pu lancer la problématique du logement, traiter la problématique du logement, traiter la problématique du sport, traiter la problématique de la culture, avec Elmo Archaud par exemple. Et voilà, Catherine et sa collègue qui ont toutes les deux, je pense, portent ce projet avec la conviction, leur sens de l'engagement. D'ailleurs, elles le font aussi, je pense, profondément avec conviction et leur cœur, et elles y croient. Ben, vous avez effectivement, c'est un peu, franchement, je pense, un peu dédié aussi à vous, cette rentrée académique, parce que vie étudiante, je pense que ça a un côté institutionnel, mais vous ne l'avez pas fait de manière institutionnelle, et c'est ça qui est, je trouve, chouette dans la démarche. Le quota projet, on en a entendu parler par Louis, donc le quota projet consiste à monter des armoires et à les remettre en vente aux étudiants. Non, mais quota projet, ben, c'est quelque chose qui, on en parlait ce matin pour un collège de direction, ça pourrait vraiment faire partie de la politique nouvelle. Rêvons un moment, un espace de quota projet, sur des thématiques diverses, sur un lieu peut-être commun, où ce serait un endroit où on peut se retrouver. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'intelligent à mettre dans la réflexion sur la politique qu'on peut faire avec les moyens du Conseil social, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui on a à peu près 850 000 euros, 100 000 euros de la Fédération Wallonie Bruxelles, et qu'à l'horizon 2022 on parle de 2 100 000 euros. Ce sont des moyens conséquents et supplémentaires que nous devons faire vite et avec lesquels on va essayer de mener des projets qui ont vraiment du sens. La crèche, ben, c'est un projet aussi citoyen, c'est un projet d'Elmo, c'est un projet qui est né de la réflexion du service social pour aider les étudiants qui ont des petits bébés. Ça fait partie aussi quelque part de projets comme ça. Et je parlais de Elmo Archaud tout à l'heure, c'est aussi une manière d'exprimer. Alors j'ai quelques petites réflexions assez générales et très peu engagées, comme vous le savez dans mon chef. Première chose que j'ai envie de dire sur l'engagement, c'est notre institution, elle a pris un costume, c'est celui de l'enseignement libre. Et elle accepte de jouer un rôle engagé dans une dynamique qui est très importante à nos yeux, qui est celui du moteur de l'interréseau. On est pleinement convaincu du rôle de notre école comme un service dans la société, de son utilité dans la formation des jeunes. Des jeunes qui demain seront recrutés tant par des associations à caractère social que des associations à caractère marchand. Et nous avons fait de notre mission, la mission de la formation des jeunes, qui sont engagés et capables d'être des citoyens, moteurs de changement dans notre société. C'est une manière de dire qu'il ne faut pas être que de la fonction publique pour faire de l'engagement social, de l'engagement de société. Et nous pensons pleinement remplir ce rôle-là aujourd'hui dans la société. Deux, on est dans une société moderne qui permet la cohabitation entre les services publics qui sont pilotés par des gouvernants que nous avons eus et des projets citoyens. C'est l'originalité de notre société aujourd'hui. Les initiatives publiques et privées, mais privées, on pourrait peut-être le remplacer par citoyennes, doivent, à mon sens, plutôt se compléter que s'opposer. Le monde associatif, c'est un vivier de créativité, où le manque de moyens est souvent une opportunité. Une opportunité pour trouver des solutions qui sont innovantes et efficaces. Le dynamisme du monde associatif, du monde coopératif, puise sa force dans ses convictions, ses croyances, mais surtout dans une bonne compréhension du sens des actions qu'on va mener.
et je ne me suis pas concerté avec Mme Toury sur le sujet. Nous croisons nos regards et nous nous retrouvons. Tous les secteurs de la société sont touchés aujourd'hui par, moi, ce que j'appellerais plutôt la vague citoyenne, du social, mais aussi de l'économique, en passant par le folklore, le sport, la culture, ou encore les questions du climat ou de la santé. Et ça va être compliqué de ne pas institutionnaliser ces mouvements-là et de ne pas les récupérer. Ça va être très compliqué. Et pourtant, ils ont une force, une lame de fond, qui est particulièrement forte et qui peut nous amener à avoir une autre révolution. Mme Toury a parlé de vagues. Les sociologues ils aiment bien faire des classements. Et donc, elle a dit, voilà, il y a un mouvement, c'était le mouvement communiste, je me souviens avoir été en France, entre autres à Orange, où il y avait monté l'extrême droite, rencontré les cellules communistes en 2000, la dernière année où j'ai travaillé, j'étais enseignant. Et donc là, j'ai vraiment ressenti encore cette vivacité, mais qui est vraiment microscopique aujourd'hui. Puis un engagement plus, on va pas dire pour le plaisir, enfin, je retrouve plus individuel. Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. C'est très intéressant d'entendre et d'écouter les porteurs institutionnels du monde associatif, qui disent, ouais, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, ça fait 100 ans. Et on est tous en train de vieillir ensemble et il n'y a personne qui prend le relais. Et ton attractif, c'est pas nouveau, parce que Madame la responsable du cercle de Sainte-Croix, elle fait aussi l'appel en disant, mais on est gentil, quoi, on est accueillant, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas? Peut-être parce qu'on n'a pas compris le sens que ça pouvait représenter, puis peut-être qu'on a envie de faire quelque chose de nouveau et de différent. Je pourrais disserter longuement sur pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un syndicat étudiant dans une autre école, c'est scandaleux. Où est la diversité? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas émerger une autre organisation? D'ailleurs, l'Université de Liège, il y a eu des mouvements comme ça et je trouvais ça intéressant. Donc voilà, c'est une bonne vraie question en tant que telle. Et donc, ça prend d'autres formes aujourd'hui, l'engagement citoyen. Et voilà, c'est un choc de génération, c'est un choc de culture. Et entre autres, probablement qu'il y a un côté plus éphémère dans les mouvements. Et les réseaux sociaux jouent un rôle relativement important. Même dans le mouvement caritatif, les solidarités institutionnelles qui sont mises en place pour la distribution alimentaire, pour soutenir les gens, maintenant ça marche un peu moins bien. Par contre, quand on met un post quelque part sur Facebook ou autre part et qu'on dit tiens, on va aider quelqu'un, on sait mobiliser très rapidement des personnes. Dans un mouvement qui est éphémère, et puis qui va se recréer à un autre endroit, etc. C'est une autre dynamique. Elle a tout son intérêt et elle va peut-être nous amener quelque chose de différent. Alors oui, l'engagement citoyen, il doit être encouragé, soutenu, mais surtout, il doit rester libre. La question de la valorisation des engagements des étudiants dans les instances de la haute école, c'est une question récurrente, qui amène souvent pour moi deux postures. Celle de la reconnaissance au travers de dispenses, d'une partie de formation, d'une valorisation de compétences, etc. Et puis il y a une autre approche, je ne vous cache pas, c'est la mienne. C'est mais je suis libre de faire le choix. Et la valorisation que l'institution m'apporte, mais je m'en fous. C'est mon engagement. C'est la confiance que je vais trouver en moi qui est important. C'est le moment qu'on fait avec les copains. C'est ça qui est important. Et les compétences que vous aurez acquises, ben évidemment qu'elles vont vous servir dans la réussite de vos études. Parce qu'une partie de ces compétences que vous avez acquises, elles sont aussi demandées quelque part. Alors certainement plus dans des études professionnalisantes que dans d'autres types. Et encore. Et encore. Parce que vous aurez peut-être pu vous poser des questions qui commencent à prendre du sens pour vous, à vous questionner et à alimenter, à donner du concret à peut-être une partie de vos études. Et un petit clin d'œil. Si vous avez envie de changer le monde, n'attendez pas nécessairement le feu vert des autorités, car il sera parfois vraiment trop tard. Je crois que c'est souvent les choses qu'on a pu constater ces derniers temps. Et donc si tout simplement, s'engager, c'est prendre confiance en soi, je crois qu'on a déjà gagné quelque chose d'important. Sans transition, je vais faire un peu de politique. J'en ai fait un peu avant, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, l'équipe Geolet Premier a prêté serment. Et avec le gouvernement Geolet Premier, il y a une déclaration de politique communautaire qui a été diffusée largement
déjà la semaine passée, et vous avez déjà vu évidemment des réactions à cette déclaration de politique communautaire. Alors permettez-moi d'y mettre une touche helmosienne. Il y a des choses intéressantes dans cette déclaration de politique communautaire. Permettez-moi d'en pointer quelques-unes. De 1, s'intéresser à l'éducation de la petite enfance, et avec entre autres la concrétisation au travers d'une formation de bachelier sur cette thématique particulière. Je dis tout de suite, Elmo est candidat à ce projet. Il est candidat parce que je crois qu'il a des compétences en santé communautaire, il a des compétences dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'animation, dans le domaine des formations pédagogiques. Et puis c'est devenu aussi un acteur avec sa crèche qui, je pense, est relativement engagé. Au-delà de cette déclaration, on ne tombera pas dans l'oreille de sourd. Voilà, manière de dire, n'oubliez pas, avant le 1er octobre 2020, il faudra faire une déclaration, non, même du mois d'avril 2020, il faudra sans doute faire une déclaration, et donc, qui même me suit. Ou qui j'aime, je suis prêt. Et donc, premier élément qui nous paraît intéressant, mais au-delà de ce que je viens de dire, il y a un autre intérêt de toute autre dimension. Et c'est peut-être une question importante à se poser. Dans une déclaration de politique communautaire, on a voulu faire de l'enseignement une priorité. Enfin, ça, c'est pas nouveau, parce que je pense que les déclarations de politique communautaire, depuis pas mal d'années, disent que l'enseignement, c'est une priorité. Mais dire que la petite enfance est une priorité, c'est plus audacieux. Et ça nécessitera peut-être d'aller prendre des budgets dans l'enseignement pour pouvoir financer la petite enfance. Considérant, si on suit tous ceux qui ont réfléchi sur le sujet, que des enfants bien préparés à l'école, ils ont peut-être plus de chances de pouvoir s'y épanouir et s'y développer par là. Deuxième élément de la réflexion, la réforme de la formation initiale des enseignants. Et je suis très heureux que plusieurs de mes collègues qui sont engagés dans le projet, des hautes écoles, mais aussi de l'université, sont présents ce soir. Parce que, on peut dire que c'est un vrai beau projet, dans lequel on ressent un véritable enthousiasme de tous les réseaux, de l'université, d'en faire un projet où chaque acteur pourra y apporter ses compétences, pourra y apporter sa touche, son intelligence, sa vision des choses. On a déjà eu quelques petits débats sur l'école publique, l'école libre, privée, pour certains disent, voilà, je ne sais pas si des bons mots de vocabulaire, ou je ne veux pas les utiliser. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est d'écouter aussi la réalité de l'autre, le cadre institutionnel de l'autre. Si on peut sortir chacun de nos cadres, on fera peut-être quelque chose en intérêt des autres, peut-être quelque chose de nouveau. Et au-delà de ça, dans la déclaration de politique communautaire, il y a le gouvernement qui dit ben, écoutez, une fille, rasta au bout, maintenant, on va attendre un an pour pouvoir le faire. Alors, chlac, il y en a qui démarrent au quart de tour, il y a des pouces en tête, qui commencent à s'exciter. Et on entend déjà des cartes blanches, cher ça. Je vais faire une comparaison qui n'est pas raison, c'est un petit peu comme la désignation de Didier Reynders comme commissaire européen. En fait, tout le monde était contre, mais il l'est quand même. Donc, pour le moment, le discours qu'on entend, ouais, mais non, il faut y aller, il faut le faire, mais en même temps, tout le monde est bien content que ça se fasse en an. Alors, c'est quoi la position que le collège de direction peut prendre par rapport à ça? Ben, c'est de dire, essayer de lire et de lire trois éléments de la déclaration. Premier, c'est quelle est la capacité opérationnelle de la mise en œuvre de la réforme par des établissements d'enseignement supérieur? Quelle est la capacité? Vous savez, quand on est au stade de... On est en train de construire une grille de formation. On est en train d'articuler des cours et de faire des UE. Et vous imaginez le nombre de spécialistes, des centaines de personnes qui sont concernées par cette question-là. Alors, soit on est dans une logique de bah, tiens, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, c'est des types de travaux de groupe qu'on connaît tous. La première fois, toi tu fais ça machin matin. Puis il y a un pigeon qui fait la synthèse et qui dit au prof regardez, on va se travailler tous ensemble, c'est merveilleux. Bon, on n'est pas là-dedans. Et donc, évidemment que on soutient, et je pense que Mme la vice-rectrice a peut-être mon avis là-dessus, on a envie que les membres du personnel des autres écoles et de l'université construisent ensemble, je n'irais pas jusqu'à dire co-construire, mais construisent ensemble le plus loin possible des dispositifs et sont en capacité de les articuler. Et puis se retrouver demain devant un travail de fin d'études, devant un mémoire, en ayant
pris conscience qu'ils ont fait un travail collectif qui amène l'étudiant aux objectifs et aux compétences qui étaient attendues. Deuxième élément que la déclaration dit, le cas échéant, adapter la réforme quant à ses modalités et sa mise en œuvre. Pas question de tout détricoter. C'est pas ça le but. Mais l'expérience du décret paysage a montré qu'à vouloir le mettre trop vite en place, il y a toute une série de choses qui dysfonctionnent. Et pour les rattraper, on prend un temps de saut. Et je crois qu'une manière de dire aux équipes, mais allez-y, travaillez, mais dans votre travail, faites remonter une série de choses qui sont des problèmes de dysfonctionnement. Enfin, je vais vous en prendre une qui est quand même grosse comme une maison. Le texte était voté, on allait le mettre en application, et puis on a les pilotes du pacte d'excellence qui disent que ça ne colle pas avec les programmes de formation du pacte, parce qu'il va manquer de types d'appariements, il va manquer de formations, et donc il faudrait qu'on fasse d'autres types d'appariements, entre autres au niveau de la section 3, c'est-à-dire les gens actuellement. C'est quand même gros comme une maison, ça nécessite des ajustements. Mais des choses comme celle-là, moins fondamentales, il en existe, et c'est important de pouvoir les répéter. Par exemple, l'examen non certificatif, mais l'examen blanc en française, en entrée, mais on n'est nulle part dans cette réflexion-là. Et donc oui, il y a matière à s'en parler ouvertement et de se dire oui, il y a un décret adaptatif, correctif, peu importe. Et puis troisième chose, qui a toute son importance aussi, moi je pense que parfois, il faut oser entrer dans un projet sans chercher à savoir si on a les moyens de le faire. Il y en a certains qui ne vont pas, je suis venu échanger complètement. Non, je pense que de temps en temps, il faut oser se dire, on fait un projet, on n'a pas nécessairement les moyens, on en sait rien. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer, très objectivement. L'université, dans sa chambre, qui se réunissait il y a peu, disait « Il nous manque des moyens pour faire la réforme. » Ils ont 21 millions, en plus, nous on en a un, mais ils n'ont pas assez de moyens. Donc si l'université dit « Avec 21 millions, nous on ne sait pas le faire », nous évidemment on ne va pas demander autant à l'université, on n'est pas gourmand, mais sans doute que quelques millions seraient les bienvenus. Pourquoi faire? Et nous avons tous compris que la réforme de la formation initiale, c'est du diplôme. Et ça ne deviendra pas du diplôme parce qu'il y a l'université, ça deviendra du diplôme parce qu'il y a les hautes écoles et l'université. Et qu'il est donc bien normal, comme c'est le cas dans le social aujourd'hui, comme c'est le cas dans le technique long depuis des années, il y a des chargés de cours. Donc il y a des gens qui ont un doctorat et qui sont valorisés pour leur doctorat, et c'est bien normal. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait qu'à l'université qu'il y a des chargés de cours? Donc oui, je pense que s'il ne devait y avoir qu'une raison, ce serait à tout le moins celle-là. Mais il y en a d'autres, parce qu'il y a toute une série d'éléments de la réforme qui ne sont pas financés. Exemple, tous ceux qui ont un diplôme de bachelier et qui travaillent aujourd'hui pourront, alors, c'était déjà au départ, dès 2020, faire le Master 1, et donc obtenir le Master. Et avec quel argent? Et c'était potentiellement, comme le dirait mon excellent ami, M. Foucault, mais potentiellement, lui il parlait de milliers, moi je vais moins marseillais, mais des centaines d'étudiants qui étaient susceptibles, dans chacune de nos écoles frigeoises, chacun dans ses anciens étudiants, qui étaient susceptibles de venir faire cette réforme. Comment financer cela? En augmentant le nombre d'étudiants dans les classes de ceux qui seront en bac A, je m'y refuse. Donc, voilà trois éléments qui justifient effectivement de s'arrêter et de voir comment on peut articuler, comment on peut adapter ce décret. Troisième élément de la déclaration politique communautaire, c'est l'alternance. L'alternance, c'est un sujet où il faut bien avouer qu'on est ringard en Fédération Wallonie-Bruxelles. On est ringard parce qu'on n'y croit pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait de très concret par rapport à ça? Si vous prenez au niveau du secondaire, on a créé les CFA, c'est-à-dire théoriquement ce qui est le bout de course quand on a tout raté. Et c'est là qu'on peut faire de l'alternance. Donc le message qu'on a envoyé aux jeunes, c'est quand vous avez tout raté, vous faites de l'alternance. C'est vraiment le message génial pour dire que l'alternance, c'est la meilleure solution pour se former demain. Vous n'imaginez pas mon bonheur, à peine caché, lorsque le président de la CTI, donc c'est-à-dire l'organisme qui accrédite notre formation d'ingénieur, M. Allard, vous ne connaissez pas, monsieur, je suis allé faire une petite recherche sur Internet, et je vois que ce monsieur,
il est à la tête d'une fédération d'écoles d'ingénieurs qui forment en alternance 20 000 étudiants. Et je me dis donc c'est un gars qui est le patron d'une école d'ingénieurs qui forme en alternance, qui va se permettre de venir évaluer nos 30 écoles d'ingénieurs de Graves, qui ne fait pas d'alternance. Ce type était extraordinaire, et je trouve que son discours était rassurant et enthousiasmant. Et oui, l'alternance, c'est quelque chose d'important, parce que ça permet de réconcilier le jeune avec la formation dans un milieu professionnel d'apprentissage. Et oui, évidemment, il faut de l'alternance au niveau de l'enseignement supérieur. Et oui, je pense qu'au contraire de ce qui est un petit peu la règle implicite aujourd'hui, on doit pouvoir faire de l'alternance dans des formations qui existent déjà, et pas uniquement dans des formations qui sont, entre guillemets, à créer. Et comme pour innover, il faut désobéir devant l'ancien et le nouveau commissaire, j'ose dire que si on ne permet pas de faire de l'alternance, on en fera quand même de manière déguisée. Mais les gars, j'ai eu un maître, Jacques Defer, comment utiliser le droit dans son bon droit, mais tout en faisant autre chose que ce qu'on faisait d'habitude. Quatrième élément, c'est la question de la recherche. J'épèse mes mots, je vais lire maintenant. Les universités sont les leaders sur ce thème. Et j'ai du respect pour les leaders. Et ce sont des leaders de loin. Notre pari, comme haute école, c'est qu'elles comprennent pourquoi, et je vais essayer de l'expliquer, les hautes écoles, les ESA, et vous l'avez vu dans la déclaration de politique communautaire, la promotion sociale. Et j'ai vu que l'Institut Saint-Laurent, enseignement de promotion sociale, organisait dès la semaine prochaine une rencontre avec ses enseignants pour réfléchir à la question, souhaitent être des acteurs de la recherche. Pourquoi souhaitons-nous être des acteurs? Nos hautes écoles ont la liberté de construire leurs programmes et donc de les adapter aux évolutions de la société. En ça, nous sommes des producteurs de savoir et non de simples répétiteurs qui suivent des programmes qui sont imposés par un gouvernement ou par un réseau. En permettant à nos enseignants de questionner leur champ d'expertise au travers de recherches, nous leur permettons aussi d'actualiser sans cesse leur enseignement. Et c'est pour ça qu'il est urgent de parler d'enseignants-chercheurs. Et mon rêve, c'est qu'on ne parle plus de maître assistant, mais d'enseignants-chercheurs. Nos formations, deuxième élément d'explication, nos formations comportent diverses activités d'initiation à la recherche. Et bientôt 30% de nos étudiants seront dans des formations de type long, et ce, dans tous les départements de la haute école. Alors évidemment, si ce n'était pas une question d'argent, on s'entendrait bien. Mais il y a deux éléments qui sont des freins. Bien sûr, c'est la question du gâteau. Et l'autre élément, c'est une question, voilà, c'est une question de culture. Mais c'est quoi la recherche? C'est quoi l'ambition de la recherche? Évidemment, la recherche en sciences humaines, la recherche en sciences médicales, la recherche en sciences appliquées, la recherche en sciences, peut prendre des formes et des dimensions différentes. La recherche en économie ne prend pas nécessairement les mêmes formes. Elle n'a pas les mêmes objectifs. Et donc c'est vrai que, en ça, le débat est loin d'être terminé. Et je terminerai sur ce sujet en disant, nous attendons que, comme tout bon leader, l'université ait à cœur de considérer à sa juste valeur nos qualités en ce domaine. Nous sommes des acteurs de la formation professionnalisante qui parient qu'on peut comprendre le monde par une démarche empirique avant de maîtriser les concepts fondamentaux. L'intelligence des mains et l'intelligence de l'esprit se complètent. C'est la force de nos diplômes. Cinquième élément, le refinancement. Et là, les recteurs, ils sont forts. Ils ont vu dans la déclaration de politique communautaire 50 millions. Il y en a un qui a dit, ils se sont sûrement trompés, il fallait mettre un devant, et donc vous avez
les recteurs s'exprimant par la voix de Vincent Blondel qui disent « On veut 150 millions ». Eh bien, je suis d'accord avec le discours des recteurs. Nos universités doivent disposer de moyens plus importants pour maintenir leur collaboration avec leurs homologues européens et internationaux, parce qu'elles sont des moteurs de développement économique et social. Et dire le contraire, parce qu'on veut partager le gâteau, serait une erreur. Et donc, oui, je pense effectivement que ce serait vraiment une erreur grave de la part de nos politiques de ne pas entendre le message qui est porté par les universités francophones. Mais vous pouvez comprendre que je ne pourrais pas m'arrêter là dans le discours. Sinon, ce n'est pas 150 millions. C'est à la limite, ils vont venir prendre notre allocation globale. Alors, je crois que si une partie de ces 150 millions, ou de ces 50 millions, donc on ne sait pas si c'est 50 millions par an ou si c'est 50 millions sur 5 ans, moi je crois que c'est plutôt 50 millions sur 5 ans, donc ça veut dire peut-être à la fin de la législature récurrent 20 millions, hein, quelque chose de ce genre-là, c'est déjà pas mal. Moi je crois que nous devons surtout revendiquer que ces moyens complémentaires viennent surtout pour nous aider à assumer les nouvelles missions qui sont les nôtres. Des missions que le décret paysage, mais que le décret Bologne avait déjà mis en avant. La société attend de nous que nous soyons des acteurs de formation continue. Et c'est particulièrement vrai pour des professions, pour des secteurs professionnalisants. Enfin, je ne veux pas être bandit, mais aujourd'hui, on le voit très bien au travers de la structure Job and Skills, qui va inaugurer ses installations le 17 octobre. Les entreprises ne sont pas demanderesses nécessairement de formation académique. Elles sont demanderesses de solutions opérationnelles que des académiques comme des non-académiques sont capables d'apporter. Et il y a toute une série de petites solutions dans le monde des entreprises et des organisations sociales qui peuvent fameusement améliorer les performances. Donc oui, la recherche, la formation continuée, la démarche qualité, des moyens pour les relations internationales et toute une série d'autres métiers, l'e-learning qui a pris une place inimaginable. J'ai Hubert qui nous fait le plaisir d'être là, qui a été le pionnier, faut-il le dire, dans un petit grenier des services transversaux de Helmo avec Isida, et qui, je t'avoue que quand je t'ai vu la première fois avec Isida, je me suis dit, l'e-learning, qu'est-ce qu'ils vont faire encore ceux-là, qu'est-ce que c'est encore pour une fantaisie et bien que nenni. Et vous aviez raison. Et aujourd'hui, je pense que l'équipe qui est en place, qui s'est agrandie, qui a réseauté, eh bien oui, effectivement, c'est aussi un domaine qui doit se développer et qui doit faire partie de la formation initiale des enseignants. Donc, pour un refinancement des universités, tout à fait d'accord. Et pour un refinancement au niveau des écoles qui est ciblé sur un certain nombre de missions particulières. Enfin, dernier élément sur lequel je voudrais m'arrêter, dans le cadre de la déclaration politique communautaire, il y a l'évaluation du décret paysage. C'est un sujet délicat, parce que je pense que ceux qui ont pensé le décret paysage étaient animés de très bonnes intentions. Et que l'idée de se dire on met l'étudiant au centre du dispositif et on lui permet d'acquérir des crédits et on lui permet de comme ça, petit à petit, de capitaliser, s'il bifurque, il pourra quand même capitaliser. Et c'est faux. Dans la réalité, c'est totalement faux. L'étudiant, il est plutôt dans la situation où il découvre, après 3 années, qu'il n'est plus finançable, que quand il passe d'une autre école à l'autre, il ne sait rien valoriser. On a dû se battre pour que l'arrêté passerelle reste en vigueur, alors qu'au départ, il devait être supprimé, sinon les mécanismes de passage d'un système à l'autre n'ont pas été efficaces. En fait, je pense que fondamentalement, le gros problème du décret paysage, c'est qu'il a été construit plutôt pour l'enseignement de promotion sociale, qui a effectivement des étudiants qui ont un parcours qui va s'étaler dans le temps, et où on le sait, c'est l'élément majeur, la différenciation majeure d'enseignement de promotion sociale. Quelle que soit l'école, tout le monde a le même parcours, tout le monde a les mêmes lieux de formation, et donc ça permet évidemment la mobilité. Mais c'est un élément de différenciation majeur avec les hautes écoles. Et nous avons été clairs sur ce sujet-là. Nous voulons garder notre liberté académique.
Et je vois très mal les universités demain. Je vois très mal les universités demain. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, j'avais dit il n'y aura plus de haute école, tout le monde sera à l'université, l'université de demain. Je vois très mal les universités de demain accepter l'idée sur laquelle ils perdent leur autonomie académique, leur liberté académique, parce qu'ils ne se positionnent pas en reproducteurs de savoir, mais en créateurs de savoir, en créateurs de réflexion et de différenciation, de lecture de la société. Et donc c'est ça qui fait évidemment la différence. Donc oui, il est important de reposer la question du parcours des étudiants, et j'ai quelques idées à ce propos que je suis prêt à partager, sans pour autant détricoter la totalité du décret paysan, parce que sur une série de points, évidemment, il a apporté des avancées, il a clarifié une série de choses, et je sais combien c'est difficile de travailler à un décret, d'essayer d'écouter tous les acteurs, de trouver quelque chose qui soit synthétique et qui soit opérationnel. Vous êtes toujours là. Je vous en remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année académique, une bonne santé et surtout longue vie à Syllabus, la première pierre de Elmo.